Et c'est parti. Donc, nous voilà avec Grégory Alcindor qui va nous parler du numérique et du développement durable. Le numérique qui peut être parfois un peu plébiscité comme la solution à nos grands problèmes existentiels par toute la connectivité, et la rapidité et les synergies que ça peut permettre, avec en même temps parfois des limites dans la ressource qui nous permet d'avoir accès à cette technologie. Donc, Grégory va essayer de nous préciser un peu les mythes, les possibilités, les leviers, les opportunités, en tout cas de ce vaste sujet. On est ensemble pendant 1 heure. Je vous invite à laisser vos micros coupés et à poser vos questions dans le chat. Je remonterai les questions à Grégory, bien sûr. Donc, Grégory, je te passe la main et bon atelier à tous. Bonjour à tous, je suis Grégory Alcindor, fondateur de Madinum, une agence numérique connectée pour la solidarité numérique. Avant de commencer, je souhaite aborder les définitions pour savoir qu'est-ce que le numérique et qu'est-ce que le développement durable. Le numérique, en fait, souvent il y a un débat entre numérique et digital. Il faut savoir que le numérique, en fait, c'est une spécificité française et que les autres pays utilisent digital. Voilà, c'est fait. Donc, le numérique se dit en opposition à l'analogique. C'est-à-dire cette innovation des technologies de l'information et de la communication, en fait, est issue d'une innovation technique, où on est passé donc d'un signal analogique à un signal numérique. Donc, de manière simple, on est passé à des courbes, un ensemble de 0 et de 1 au niveau du signal. Et donc, ces données sous forme de 0 et de 1 sauvegardées dans des fichiers sont devenus des fichiers informatiques. Voilà. Et ensuite, donc, pour terminer, le numérique englobe donc l'informatique, les télécommunications et Internet. Donc, et pour préciser aussi, lorsqu'on parle d'Internet, en fait, Internet est un réseau mondial. En fait, c'est un réseau informatique mondial. Voilà, pour la définition du numérique. Ensuite, concernant le développement durable. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations à venir à répondre aux leurs. Donc, on peut représenter le développement durable sous forme de ces 3 composants. Donc, on a un aspect sociétal, un aspect économique et un aspect environnemental. Souvent, en fait, il y a un raccourci qui est fait lorsqu'on parle de développement durable, les personnes ne voient qu'un aspect environnemental, si bien qu'il y a beaucoup d'initiatives en fait qui ont dû changer leur nom uniquement à cause de ce mot durable qui était trop associé à l'environnement. Et donc, c'est là qu'on est passé à tout ce qui concerne, par exemple, le numérique responsable. Ils ont changé voilà, on a retiré le durable pour rajouter responsable à la place. Donc, tout ce qui est durable est viable, équitable et vivable. Donc, l'objectif du développement durable, c'est la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, voilà, la cohésion sociale entre les territoires, entre les générations. Voilà. L'épanouissement de tout humain. Donc maintenant, nous pouvons donc commencer et parler du numérique et du développement durable, ou comment le numérique peut être économiquement viable, oui, socialement équitable et écologiquement soutenable. Donc l'objectif de cet atelier est de faire progresser les grands principes du développement durable dans notre utilisation quotidienne, tant dans la sphère privée que professionnelle, et de partager donc les bonnes pratiques, les méthodes qui fonctionnent et des idées. Donc le premier défi à relever, en fait, nous allons commencer par l'aspect sociétal, en fait, du numérique et du développement durable, où là, en fait, l'objectif est de satisfaire donc les besoins de la société afin que les choses puissent être vivables et équitables. Donc, le numérique, en fait, c'est une nouvelle façon de penser. Donc, de penser notre relation à l'information, notre relation à la... Aux connexions aux autres, au rapport au vivant peut-être.
Non, notre façon de penser, par exemple, les démarches, notre façon de penser les démarches administratives, notre façon de penser nos relations aux institutions. Voilà, donc, où là, on aura un autre comportement pour savoir en fait qu'est-ce que je peux faire à distance avec le numérique. C'est une nouvelle façon aussi d'apprendre. Donc là, on est sur tout le domaine du e-learning avec tout le potentiel que cela offre. C'est une nouvelle façon donc de participer à la société, notamment en remontant les dysfonctionnements qui peuvent être liés à la ville de manière simple. Et enfin, une façon d'interagir avec les autres. Donc là, j'ai en tête tous les groupes WhatsApp qu'on a actuellement sur toutes sortes de thématiques nous concernant. Et en fait, aujourd'hui, les personnes en charge de la cohésion sociale sont les collectivités. Et donc, un aspect que je souhaitais aborder était une piste à développer, voilà, de manière à améliorer la cohésion sociale. Et donc, il faudrait que les collectivités, en fait, arrivent à libérer les données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont en leur sein, dans leurs organisations, des données qu'aujourd'hui, en fait, les acteurs du numérique, donc qui sont des innovateurs, en fait, exploitent de manière à ce qu'ils puissent les exploiter pour justement continuer cette innovation. Et donc, on a des exemples avec la région Rhône-Alpes et la plateforme Ulule. Et donc, ils ont proposé un ensemble de projets à la collectivité. Et donc, c'est la population, en fait, qui a voté pour les projets qu'ils trouvaient intéressants. Donc là, on est dans une nouvelle forme de gouvernance et où la collectivité ne décide plus seule. Et en fait, donc pour chaque euro collecté, la collectivité rajoutait donc 1 euro. Donc là, c'est un exemple de facteur de cohésion sociale. Ensuite, donc là, on est sur l'aspect crowdsourcing aussi. Donc, on a un autre projet concernant le crowdsourcing où là, nous avons donc des innovateurs qui ont répertorié l'orientation des toitures. Donc là, pareil, on est sur le territoire français hexagonal. Et donc, ils ont créé cette application qui répertorie donc l'orientation des toitures et ils ont mis en fait ces données à disposition de la collectivité, à disposition de tout le monde. Et donc, ce sont des informations qui sont essentielles, très importantes, par exemple pour l'ADEME, qui est en charge de l'amélioration énergétique. Donc voilà, donc ce sont des exemples d'utilisation du numérique à des fins de cohésion sociale et d'innovation. Par contre, donc lorsqu'on parle de cohésion sociale, il faut faire attention donc à certaines notions, telles que la fracture numérique qui aggrave la fracture sociale. Voilà, donc là, tout est dit. Hein, donc les personnes qui sont déjà, alors je dis éloignées des grandes villes et donc en plus qui ne sont pas correctement, qui n'ont pas suffisamment de couverture au niveau des télécoms. Donc ensuite, il y a un aspect à considérer concernant le coût des abonnements d'Internet haut débit. Donc, il peut être un obstacle pour les personnes les plus démunies. Donc, j'ai mis les plus démunis, mais il faut savoir que même si on a les moyens, des fois, c'est un coût assez élevé pour les foyers. Et donc, ça a été par exemple illustré lors du confinement avec les étudiants, où les universités, les écoles ont considéré que tout le monde avait Internet à la maison et que tout se serait bien passé en digitalisant les cours. Et là, on s'est rendu compte que non, que les élèves devaient avoir du forfait, des abonnements Internet en 4G sur leur téléphone pour suivre les cours, avec tous les problèmes que cela a posé. Ensuite, donc, il y a un souci au niveau de la compréhension de la logique informatique. Donc là, nous sommes sur de l'exclusion numérique. Donc là, ce sont toutes les personnes qui n'ont pas grandi autour de l'informatique, qui n'ont pas grandi avec l'informatique et aujourd'hui n'ont pas donc cette logique informatique et qui ont du mal à s'y mettre, à utiliser, à avoir les réflexes numériques. Et enfin, sans les compétences minimales, donc là on est sur le même sujet, voilà, et sans les compétences, en fait, on place ces personnes en situation d'exclusion.
Alors, je me permets une petite intervention à ce stade de ta présentation, Grégory, et également pour rebondir à une réflexion d'Annick en commentaire qui nous dit est-ce que le numérique n'est finalement pas un facteur de destruction de la relation humaine? Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que disait Grégory, c'est une nouvelle façon de penser, d'appréhender le monde, la relation à l'autre. Donc finalement, le numérique n'est qu'un outil. Après, à quelle fin on le met à disposition, on le met en œuvre, ça peut être soit un facteur incroyable de relations et de liens humains, d'inclusion, du moment où on pense le numérique pour finalement favoriser cette inclusion, permettre aux personnes qui sont plus éloignées dans les territoires ruraux de se rapprocher des centres, donc finalement de créer de la connexion grâce au numérique. Et si on ne le pense pas comme ça, en effet, ça peut aggraver la fracture entre les personnes qui potentiellement sont moins à l'aise, ne sont pas digital natives, etc. Je ne vais pas aller plus loin sur le sujet, mais donc finalement, c'est un peu comme l'argent, c'est qu'un moyen à nous de le mettre à de bonnes fins, en tout cas, pour éviter que ça soit un outil de rupture encore plus fort entre les personnes. Et en cas de crise sanitaire, finalement, on peut se dire, si on n'avait pas eu le numérique, est-ce que ça n'aurait pas été encore plus grave? Parce que là, on n'aura même plus eu moyen de se connecter les uns les autres grâce à cet outil qui est à notre disposition. Exact. Et en fait, le numérique, il faut vraiment garder à l'idée que le numérique, c'est un moyen. C'est-à-dire que le numérique seul ne fonctionne pas. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui l'utilisation du numérique sans fixer un cadre, sans fixer un intérêt social, un objectif environnemental, par exemple. Cela ne fonctionne pas. On a l'exemple, par exemple, donc très brièvement, hein, pour fermer la parenthèse, on a l'exemple avec donc, ce qu'on appelle les smart cities, donc les villes intelligentes. Aujourd'hui, donc on installe des capteurs partout et on sort des modèles prédictifs de manière à mieux gérer la ville. Sauf qu'en fait, si la collectivité ne définit pas un niveau d'indice de pollution, à atteindre ou un niveau d'employabilité des personnes, voilà, en fait, il faut fixer donc un intérêt donc autour du développement durable parce que voilà, donc c'est soit la société, on a dit soit l'environnement ou l'économie, mais il faut se fixer un intérêt et le numérique pour le numérique, en fait, cela ne fonctionne pas. Voilà. Je me permets donc de continuer. Hop. Donc, maintenant, nous allons considérer le numérique par rapport à l'environnement. Donc là, clairement, on parle donc de pollution numérique qu'on voit un peu partout. Et donc, le numérique aujourd'hui émet environ 4%, enfin, pas environ, émet 4% de gaz à effet de serre, en fait. Donc, ces chiffres, tous les chiffres que je vais vous donner, ce sont des chiffres essentiellement de 2019. Si ce sont des chiffres antérieurs, je vais le préciser. Mais pourquoi je précise ça? Parce qu'en fait, 2020, il y a eu le confinement. Et le confinement, en fait, a tout aggravé au niveau de notre usage du numérique. Donc, aujourd'hui, le numérique 4% de gaz à effet de serre, donc c'est 1,5 fois le trafic aérien civil mondial. Donc en fait, les chiffres, en fait, c'est vraiment colossal. Et donc d'ici 2025, ces chiffres pourraient doubler donc selon l'ADEME, et passer à 8%. Il faut savoir que il y a quelques années, lorsqu'ils ont prédit le chiffre de 4% de gaz à effet de serre en 2019, voilà, ils ne se sont pas trompés, on l'a atteint. Donc, cela veut dire en 2025, on sera au moins à 8% si ce n'est pas à plus, puisque maintenant, il y a le confinement. Et donc, la répartition donc, de cette pollution numérique voilà, se divise en deux. Donc, sur cette présentation, voilà, j'ai voulu simplifier en divisant en deux. Donc, on a 45% sont dus à la production et 55% à l'utilisation. Donc, déjà, on voit que la production de gaz à effet de serre, majoritairement, vient de l'utilisation. Alors, il faut avoir en tête, lorsqu'on pense pollution, il faut vraiment avoir en tête le cycle de vie du numérique. Donc, c'est comme le cycle de vie d'une voiture, d'une cafetière. Et donc, on a la phase d'extraction des matières, de fabrication, de livraison, d'utilisation et de recyclage. Et donc, en jouant en fait sur ces 5 étapes, nous, en tant qu'utilisateurs, on peut diminuer en fait cette pollution en commençant par garder nos équipements plus longtemps, allonger la durée de vie de nos équipements, parce que nous, en tant qu'utilisateurs, on n'a pas trop la main
sur toutes les étapes, mis à part donc l'utilisation et le recyclage. Et donc voilà, il faut déjà se mettre en tête que de garder nos équipements déjà plus longtemps, on diminue l'impact environnemental. Et ensuite, ici, dans l'utilisation, on voit que majoritairement, cette pollution est due à la vidéo en ligne. Une autre forme de représentation donc de cette pollution, une autre forme de répartition, excusez-moi, donc 47% des gaz à effet de serre, donc GES pour gaz à effet de serre, 47% de ces gaz donc, sont dus aux utilisateurs, 28% des réseaux, donc là c'est la fibre optique, voilà les différentes infrastructures qui nous permettent d'accéder au numérique. Et en fait, 25% viennent des data centers. Donc aujourd'hui, on entend, jusqu'à présent, on a beaucoup entendu parler des data centers, des gros data centers qui consomment énormément d'électricité, ne serait-ce que pour déjà refroidir les data centers. Donc là, on est sur 40% de l'énergie consommée par le data center est uniquement due au refroidissement. Et en fait, on voit que la majorité donc, de ces gaz vient de l'utilisation. Donc, on a vraiment un souci au niveau de l'usage du numérique. Il faut vraiment qu'on diminue cette part d'émissions due au numérique. En plus, juste pour aborder le sujet, après on peut dérouler plus tard, pour chaque équipement, on a toujours une phase de consommation statique et une consommation dynamique. Et donc, il faut savoir que, par exemple, allez, on prend les data centers. Par exemple, sur les data centers, lorsqu'un serveur n'est pas utilisé, en fait, il tend vers 50%. Donc, c'est-à-dire que l'énergie qu'il consomme lorsqu'il ne fait rien est déjà de 50%. Et il est à 100% lorsqu'on l'utilise. Donc, déjà, il y a cette partie de répartition ou d'extinction. En fait, il parle vraiment, il faudrait qu'on trouve des stratégies pour éteindre les équipements parce qu'en fait, ils consomment déjà en ne les utilisant pas. Et une grande partie en fait, des data centers fonctionnent en ne faisant rien du tout, en fait, dans le vide, parce qu'ils attendent en fait des clients, ils attendent un pic de consommation, en fait. Et comme ça, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à le prédire, du coup, ils laissent les serveurs tourner au cas où. Concernant le réseau, là, c'est encore plus grave, on est sur à peu près 80% de consommation statique. C'est-à-dire lorsqu'on n'utilise pas, déjà, il consomme 80% de son énergie. Et donc, lorsqu'on utilise, c'est 20%. Voilà. Bon, on passe à la suite. Au niveau donc de la consommation utilisateur, 60%, bon, 61%, bon, le streaming vidéo représente 61% du trafic Internet. Donc là, on voit, c'est la plus grosse partie. Ensuite, on voit au niveau des pages web, 13%. Mais en fait, et voilà, donc vous voyez les autres pourcentages. Mais en fait, ce que je voulais préciser, c'est que par exemple, pour les pages web, concernant les 13%, qui paraissent peu par rapport aux 60%, mais il faut savoir que les recherches Google, c'est 7 tonnes de CO2 par an. Donc en fait, vraiment, les chiffres sont vraiment importants en fait. Et cette pollution est énorme. Par exemple, pour YouTube, la consommation électrique de YouTube, c'est 1,1. C'est la consommation d'électricité annuelle, excusez-moi. C'est 1,1% de l'électricité mondiale. Voilà, excusez-moi. Donc là, voilà, on est vraiment sur une situation grave, voilà, et il faut vraiment agir. Nous, en tant qu'utilisateurs, nous avons vraiment la main à ce niveau pour pouvoir agir. Ensuite, donc, le dernier point que je vais évoquer avant de passer aux solutions, en fait, parce qu'en fait, ce qui est important, donc, ce sont les solutions. Et donc, d'un point de vue économique, donc là, on est sur les égalités des richesses. Donc, on est tous conscients que dans les pays où se trouvent les mines, que tout le monde n'est pas forcément dans de bonnes conditions, si je puis dire. Et donc ça, ok, c'est un fait. Mais nous, aujourd'hui, en tant qu'utilisateurs, en fait, comment faire pour que cela soit économiquement viable, en fait? Donc, il faut repenser les systèmes d'information en intégrant les données environnementales. Donc là, il s'agit essentiellement des acteurs auxquels nous, utilisateurs, ou vous, utilisateurs, en fait, allez faire appel. Donc voilà, et commencer à considérer vraiment ces données environnementales, interroger les acteurs
locaux sur leurs considérations environnementales. Ensuite, donc, comme je l'ai déjà dit précédemment, allonger la durée de vie des appareils. Allez, là, en fait, ce qui serait intéressant de préciser, c'est au niveau de l'obsolescence. Donc, OK, on entend parler d'obsolescence programmée. OK, ça, on connaît tous. C'est un gros problème aujourd'hui où les industriels donc, nous poussent à consommer en dégradant, on va dire, un peu volontairement leurs équipements, si je puis dire. Allez, on le dit. Sauf qu'en fait, il y a aussi une obsolescence, comment je peux dire ça, esthétique. Aujourd'hui aussi, on améliore en fait, on apporte une petite amélioration esthétique où on rajoute une surcouche numérique, un surplus qui n'a pas grand intérêt pour la plupart des personnes. Et voilà, cela provoque des achats, cela provoque de la consommation en fait. Un autre souci aussi vient de ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc, l'effet rebond, sous prétexte, il y en a plusieurs, hein, mais sous prétexte qu'il y a une amélioration sous le matériel, donc on utilise une technologie qui va moins se consommer, on utilise un matériau plus facile à extraire. Donc, on apporte une petite amélioration, et donc sous prétexte de cette amélioration, ben, on se débarrasse de ce qu'on a déjà et on consomme encore à nouveau. Et donc là, pour une économie, on va dire environnementale, une amélioration de l'impact environnemental, pardon, on déclenche une augmentation de la consommation. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc là, en fait, tout ça pour dire, en fait, il faut vraiment faire des achats raisonnés. En fait. Donc, économiser l'énergie. Donc, dans cette partie, économiser l'énergie, c'est, voilà, il faut penser extinction. Il faut éteindre les ordinateurs, les box, en fait. Il faut savoir qu'une box consomme à peu près l'équivalent d'un réfrigérateur. Cette petite boîte consomme autant qu'un réfrigérateur et donc il faut vraiment penser à l'éteindre. Donc, penser vraiment, on va dire, multiprise avec interrupteur de manière simple et éteindre vos équipements. Ne même pas les laisser en veille parce que là, en fait, l'appareil consomme quand même. Donc voilà, ensuite, bien gérer la fin de vie de ces équipements. Donc là, on est sur toute la partie recyclage, économie circulaire. Voilà. Donc là, OK, là, on connaît un petit peu plus. Et enfin, acheter responsable selon nos besoins. Donc, cette partie aussi est à considérer parce que sur un territoire, par exemple, comme la Martinique, qui n'est pas vraiment encore bien couvert, ne serait-ce qu'en, allez, on va dire 4G, même s'il y a des endroits où il n'y a pas encore la 3G, de vendre en fait des smartphones avec la 5G, il faut quand même se poser la question. Il faut quand même, voilà, il faut quand même, voilà, s'interroger, voilà, pardon. Ensuite, concernant un autre exemple avec les téléconnects et les smart TV que les personnes achètent alors qu'ils n'ont pas de bonne connexion Internet, ils n'ont pas de bon débit. Donc voilà, c'est vraiment avoir ce questionnement lors de l'achat. Alors ainsi, donc, ah, pardon. Je me permets de rebondir, hein, Grégory, sur ce que tu viens de nous partager, avec cette logique d'allongement de la durée de vie. Et c'est vrai que potentiellement, on est un peu bloqué en tant que consommateur par rapport aux grandes marques, Apple, etc., notamment quand tu parlais du design et de rendre des objets plus beaux, qui finalement nous enferment un peu dans leurs solutions et qui ne créent pas des outils qui soient forcément réparables. Donc l'allongement de la durée de vie finalement et l'obsolescence, ben, on est complètement bloqué. Et on rentre dans une consommation, notamment sur les iPhones, qui est beaucoup plus d'un point de vue mode, où il faut avoir le dernier modèle qui est sorti, mais plus forcément dans une logique d'usage et de répondre vraiment à nos besoins comme tu pouvais le partager. D'un point de vue téléphonie, je sais qu'il y a des acteurs comme Fairphone qui vient, peut-être que tu vas citer un exemple derrière, qui viennent proposer des solutions remplaçables totalement. Donc vraiment pour avoir quelque chose qui va durer potentiellement toute la vie. C'est encore assez expérimental. J'ai entendu dire que ce n'était pas encore parfait. Je ne suis pas certain que sur les ordinateurs, ça existe déjà. Peut-être que tu pourras nous le partager en tout cas. Et du coup, on est quand même un peu dépendant aujourd'hui de ces acteurs qui produisent et qui ne sont pas dans cette éco-conception. Donc, même si on a envie d'être responsable, j'ai envie de dire, responsabilisons aussi les entreprises. C'est un peu le sujet aussi de cette semaine alternative.
Alors là, la tâche est énorme, si je puis dire. La tâche est énorme, pourquoi? Donc oui, alors Fairphone. Aujourd'hui, on a donc ce téléphone qui n'est pas très joli, qui est gros. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un téléphone qui nous permet de changer nous-mêmes les composants. Donc le constructeur nous garantit les pièces de rechange pendant un certain nombre d'années et la possibilité pour nous de changer ces pièces. Voilà. Par contre, niveau design, on n'y est pas. Il faut savoir que Fairphone aussi n'a vendu, enfin, leur vente, pardon, euh, au niveau mondial, en fait, ne représente rien. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est vraiment une petite goutte d'eau dans le domaine de la vente de smartphones. Et donc, c'est à nous, utilisateurs, d'essayer de faire bouger les constructeurs. Mais voilà, ça, oui, tout le monde le sait, mais pour quelle, voilà, la tâche est énorme. La tâche est énorme. J'y ai déjà pensé. Je n'ai pas forcément de solution parce qu'aujourd'hui, en fait, un des avantages aussi des smartphones donc modernes qu'on paye bien cher et qui sont super jolis, c'est le fait qu'ils regroupent en fait un ensemble d'équipements innovants, des équipements de qualité. Et donc, du coup, là, on peut voir une certaine forme aussi d'éco-geste, si je puis dire, parce qu'en fait, on ne multiplie pas les équipements. Il y a cet aspect aussi à considérer. Alors oui, hein, je n'en demande pas, il faut vraiment repenser la consommation, ça c'est sûr. L'allongement de la durée de vie, la possibilité de faire nos équipements durer. Mais après, il faut quand même considérer que en ayant par exemple un bon smartphone, on n'a pas besoin d'acheter souvent un appareil photo, sauf si on travaille dedans, mais on n'a pas forcément besoin de, voilà. Et là-dessus, je pense que c'est aussi révélateur un peu d'une limite en général qu'ont les acteurs peut-être qui se veulent plus vertueux, c'est qu'ils en oublient l'expérience utilisateur, qui est une des forces quand même de ces grands acteurs, les Google, etc., qui, comme tu le disais, vont interconnecter leurs outils, qui nous facilitent la vie très concrètement, ce qui fait que c'est très difficile de s'en séparer et de passer vers des produits un peu plus responsables parce que eux ne vont pas aussi loin. Et c'est l'image aussi de tout ce qui est Uber, Airbnb, toutes ces plateformes numériques qui se sont concentrées sur l'expérience utilisateur, l'usage, et qui font que ça soit hyper fluide. Et derrière, c'est difficile d'aller dire, bah, OK, moi, je veux bien passer sur quelque chose de vertueux, mais en plus, la qualité n'est pas là. Donc, comment combiner finalement expérience utilisateur au niveau de service et en même temps des pratiques d'éco-conception qui soient. Alors là, on est typiquement dans de l'innovation, dans de l'innovation technique. C'est-à-dire aujourd'hui, les industriels nous poussent à consommer. Par contre, c'est vrai, ils nous gâtent, si je puis dire. C'est-à-dire, ils nous donnent des choses dont on n'a pas forcément besoin. Ils créent le besoin chez nous. Donc voilà, c'est typique, c'est vraiment du marketing. À l'exemple de, par exemple, Netflix, qui est un énorme pollueur numérique qui utilise des centrales à charbon. En fait, mais vraiment, des centrales à charbon. Et en fait, aujourd'hui, on regarde un épisode, l'épisode il se termine, l'autre il démarre. YouTube, c'est pareil en fait. On regarde une vidéo, la vidéo suivante démarre pratiquement automatiquement. Donc en fait, parmi les éco-gestes, déjà, il y a ce geste de base en fait qui a un impact qui peut être très intéressant si tout le monde le fait, puisque c'est nous au niveau de la Martinique, à notre échelle, c'est rien. Mais voilà, si nous, on commence à le faire, en même temps, il y a d'autres personnes ailleurs qui commencent à le faire, en fait, il faut désactiver la lecture automatique. Ça fait partie des éco-gestes. Parce qu'en fait, la consommation donc, de la vidéo, ça entraîne l'utilisation des réseaux, ça pousse en fait les industriels à développer d'autres intelligences artificielles pour pouvoir nous présenter la bonne vidéo qui va nous intéresser et qu'on va continuer à regarder. Donc, si nous, on commence donc, à changer nos comportements en montrant aux industriels ben, la fonctionnalité en plus que vous avez ajoutée, je ne l'utilise pas ou je n'en veux pas, peut-être comme ça, on peut limiter un peu, on peut un peu limiter.
Donc, voilà pour la partie équipement. Et enfin, donc, nos services. Donc là, on parle de tout ce qui concerne le Green IT. Donc là, nous verrons, là, c'est essentiellement pour les acteurs du numérique, encore s'il y en a parmi nous. Donc, nous allons quand même aborder donc, cette question de la conception des services numériques. Donc, au niveau de l'amélioration de nos usages. Donc là, voilà, j'ai recensé les trois plus grands usages d'Internet. Donc, c'est l'envoi, la réception de messages électroniques, la recherche d'informations et tout ce qui concerne donc un petit peu les loisirs, jouer, télécharger des jeux, écouter de la musique, regarder des vidéos en ligne. Donc voici donc les trois grands usages donc, qui représentent un peu l'utilisation d'Internet et la pollution qui va avec. Donc aujourd'hui, il faut vous dire qu'à chaque fois que vous envoyez une donnée sur Internet, il faut penser 15 000 km. C'est à peu près le parcours moyen d'une donnée qu'on envoie via Internet, sachant que pour nous en Martinique, c'est sûr que ça doit être pire, mais dû à notre distance, hein, dû à l'éloignement. Je parle avec les data centers et avec les autres grands centres. Donc voilà. Et donc, il faut savoir que l'envoi de mails en 2013-2014 représentait la pollution de 3 millions de véhicules sur une année, uniquement pour l'envoi d'emails. Ensuite, un email, donc voilà, il génère à peu près 0,3 grammes à 4 grammes de gaz à effet de serre. Mais voilà, si comme moi, vous avez sur certaines de vos boîtes email au moins 11 000 messages, voire plus, non lus la plupart du temps, ça représente une énorme pollution. Et donc, pensez, donc là, on parle d'éco-gestes, pensez à vous désabonner de toutes ces newsletters que vous ne lisez plus ou éviter de faire répondre aux mails en laissant les pièces jointes ou en faisant répondre à tous, alors que la réponse ne concerne pas forcément tout le monde. Donc voilà, ce sont des petits gestes qui ont leur impact, encore une fois, parce qu'un mail avec des pièces jointes et plusieurs destinataires peut générer jusqu'à 50 grammes de gaz à effet de serre, sachant qu'on est sur plusieurs millions d'envois de mails, je ne sais pas, milliards d'envois de mails par an. Ah oui, dernière information donc concernant ces mails aussi, l'envoi de 20 mails pollue autant que de faire 1000 km avec une voiture qui consomme 7 litres au 100. Donc voilà, donc ce sont des informations à avoir en tête. Ensuite, la recherche d'informations sur Internet. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les recherches Google en fait représentent donc 7 tonnes de CO2 par jour. 7 tonnes par jour, ça m'avait choqué. Ouais. 7 tonnes par jour en fait de CO2, voilà. Donc, au niveau de la recherche d'informations, il faut vraiment penser les moteurs de recherche éco-responsables. Donc, je vous ai donné quelques exemples sur la diapo d'après. Ensuite, pour terminer, au niveau de la musique, en fait, la musique, les vidéos. Donc, pour la partie vidéo en ligne, on a quelques éco-gestes. Donc, c'est de diminuer la qualité des vidéos qu'on regarde. Par exemple, sur un téléphone, on n'a pas besoin d'être en 720p, excusez-moi, c'est un peu technique, mais on n'a pas besoin d'être en 720p, sachant que on n'est jamais à 720p. Donc voilà, en fait, il faut diminuer la qualité. Vous n'avez qu'à essayer, vous faites de petits essais, vous regardez une vidéo, vous baissez la qualité, vous voyez le résultat. Voilà, vous verrez que ça ne change pas grand-chose pour vous, sauf qu'au niveau de la pollution, ça a un impact, encore une fois. Au niveau de la musique en ligne, si possible, téléchargez les musiques et écoutez-les en local sur vos postes. En fait, il faut vraiment penser sauvegarde locale et diminuer le streaming, donc la consultation de flux en ligne. Voilà. Donc, à droite, nous avons donc quelques utilitaires YouTube Downloader HD, donc c'est pour télécharger des vidéos YouTube, hein, ou voilà, des vidéos YouTube. Slack pour diminuer l'envoi de mails. Si notamment dans le milieu professionnel, souvent vous avez besoin d'échanger avec plusieurs personnes ou avec une personne, Slack est un très bon outil gratuit qui permet de le faire.
Et donc, on diminue ainsi l'envoi de mails et de pièces jointes. Concernant donc ces pièces jointes, utilisez en fait les serveurs de dépôt qu'on appelle ça en fait. Donc, ce sont des espèces de fichiers. Alors c'est pas vraiment du en ligne, mais voilà. En fait, ce sont des serveurs sur lesquels on va déposer ces pièces jointes. Donc, on envoie un email juste avec un lien. Donc, l'email déjà, l'envoi de cet email pollue beaucoup moins. Et donc, la personne vient, elle clique sur le lien et elle télécharge le dossier que vous lui avez envoyé. Donc, j'ai testé pour vous. MiroDrop fonctionne très bien. C'est très simple, très intuitif. Juste un glisser-déposer. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Donc, voilà, je vous encourage aussi à essayer. Et en fait, l'avantage aussi, c'est que la suppression des fichiers joints est automatique. Donc voilà, vous n'avez rien à faire, vous envoyez votre lien, la personne télécharge le fichier, donc soit vous retournez, vous le supprimez, sinon MiroDrop ou Smash, ou il y en a d'autres aussi, hein, ils vont supprimer automatiquement vos fichiers. Donc il y a WeTransfer, Transfer Now, voilà, il y en a d'autres. Ensuite, concernant nos usages. Donc nos usages, donc là, tout à l'heure, donc je donnais l'exemple des recherches Internet. Donc, des éco-gestes, tapez les adresses des sites Internet que vous connaissez. Donc là, en fait, ça diminue donc les recherches Google. On a dit encore une fois, hein, le méchant Google, non. Non, mais voilà, bon, il n'y a pas que Google, mais il faut savoir que vos recherches Internet consomment. Donc, voilà, tapez les adresses des sites. Comme ça, vous ne faites pas une recherche Internet, mais vous tapez directement la ressource. Enfin, vous allez directement sur la page web. Ensuite, au niveau donc de ces recherches, si toutefois vous ne connaissez pas le site, vous avez besoin de faire une recherche, ce qui peut arriver, hein, nous le faisons tous, c'est de taper des mots-clés. Pas forcément de taper des phrases avec plein d'éléments superflus pour les recherches. Tapez vraiment des mots-clés. Parce qu'en fait, plus vous allez taper des mots, plus vous aurez des résultats. Or, la plupart des résultats ne vous intéressent pas. En fait. Donc voilà, donc quelques moteurs de recherche éco-responsables. Nous avons Ecosia donc, qui plante des arbres sur la planète avec les bénéfices qu'ils génèrent. Nous avons Ecogene, je pense, qui mène des actions environnementales et sociales. Nous avons Lilo. Donc Lilo, pareil aussi. Donc ce sont des projets, des actions en fait que donc c'est moteurs de recherche éco-responsables réalisent, mais ce sont les internautes qui votent pour ces projets. Donc voilà, c'est assez intéressant, c'est ludique, c'est ça. Et enfin, nous avons compte que j'ai souhaité vous mettre quand même qui est connu pour le respect de la vie privée. Voilà. Alors moi, ce que j'ai à vous dire, moi ce que j'ai à vous dire au niveau de ces moteurs de recherche éco-responsables, ce sont les résultats. Conservez quand même Chrome, parce qu'en fait, souvent, les résultats ne sont pas les mêmes sur l'un et sur l'autre. Donc, si vous êtes sûr de votre site Internet, vous pouvez utiliser le moteur de recherche éco-responsable. Mais voilà, gardez quand même Chrome parce que les résultats ne sont pas encore au rendez-vous. Donc, les usages, on les a déjà abordés. Éteignez vos équipements, diminuez la qualité de vos vidéos autant que possible. Réfléchissez avant d'interagir sur les réseaux sociaux. Voilà, allez prendre l'air, détendez-vous. Préférez les réunions en audio plutôt que visio. Privilégiez la Wi-Fi plutôt que la 4G, en fait, parce que voilà, la 4G pollue beaucoup plus que la Wi-Fi. Modérez les recours au streaming. Voilà, désactiver le transfert automatique du cloud. Donc là, c'est sur nos téléphones. Souvent, on peut lier en fait les données, enfin les photos prises et autre chose avec le cloud directement. Il faut mieux le désactiver. Cela va vous permettre notamment d'économiser de la batterie. Il faut diminuer aussi les applications sur les téléphones parce que ces applications vous demandent de faire des mises à jour. Tout cela consomme de la batterie, ça vous pousse à recharger les téléphones. Donc voilà, il ne faut pas bouder ces éco-gestes en fait qui sont considérables parce que nous sommes nombreux sur la planète. Il faut savoir aussi, autre précision, que nous sommes que 40% de la population mondiale à accéder à Internet. Et bientôt, enfin, en 2035, ils estiment que nous serons 90% de la population à avoir accès au numérique. Donc voilà, il faut quand même changer
changer les comportements de manière à accueillir donc ces nouveaux utilisateurs. Voilà, donc concernant nos équipements, donc éco-gestes, équipements, donc là nous sommes vraiment sur donc, de l'économie circulaire, la réutilisation, utiliser le reconditionné, donner, vendez plutôt que jeter, recycler vos appareils, essayer de les réparer si c'est possible et éviter de multiplier donc les appareils. Un petit conseil aussi, essayez de privilégier les équipements labellisés. Donc voilà, donc je vous ai mis un ensemble de labels d'équipements en fait, qui voilà, peuvent être très intéressantes. Par exemple, pour les imprimantes qui permettent de changer chaque couleur et pas forcément une imprimante où on a juste le noir et la couleur. Ce sont de petits détails en fait, voilà, qui encore une fois ont leur impact. Enfin, nous abordons donc la dernière slide, optimiser la conception des services, où là, donc, nous parlons de numérique responsable. Donc, on a les différents Green IT. Donc, le numérique responsable est le numérique qui respecte le plus le vivant. Donc, il s'appuie sur trois modèles. Donc, en fait, ce n'est pas une évolution. Green IT 1.0, Green IT 1.5 et Green IT 2, ce n'est pas une évolution, c'est vraiment trois modèles. Donc, on peut mettre un budget sur chacun des aspects. Donc, le Green IT 1.0, c'est pour l'éco-conception, où là, on prend en considération l'environnement, l'économie et la société dès la conception du produit ou du service. Le Green IT 1.5, là, on est vraiment sur les systèmes d'information, où là, on va regarder en fait notre fournisseur, quelles sont ses considérations au niveau d'impact environnemental. Là, on a toute la partie qui est en lien avec les démarches RSE des entreprises. Et enfin, nous avons le Green IT 2.0, où là, on est sur de l'éco-innovation. Donc là, on est sur de la remutualisation de l'économie. Donc, c'est ici, par exemple, on a toute la partie Blablacar, tout ce qui est covoiturage. Donc là, on a, donc c'est ce qu'on appelle la remobilisation, la remutualisation de l'économie, pardon. Et l'autre aspect de l'économie, de l'éco-innovation est ce qu'on appelle la gestion par l'erreur. La gestion par l'erreur, c'est par exemple sur des lampadaires, on va installer des capteurs qui vont s'allumer en fonction de la luminosité, mais on ira plus loin encore avec, par exemple, la possibilité d'un déclenchement automatique s'il y a une présence. Voilà, là, en fait, on est vraiment sur de l'éco-innovation. Par exemple, on va déclencher l'arrosage des jardins publics en fonction de l'hygrométrie. Voilà, donc ce sont... voilà, donc là, on est sur vraiment de la conception de services de numérique responsable. Voilà, donc en conclusion, donc la sobriété numérique, donc c'est ce vers quoi on doit tendre. Et donc, c'est une démarche qui consiste à modérer nos usages numériques et de concevoir des services numériques plus sobres. Merci pour votre engagement et j'attends vos questions. Alors, merci Grégory pour cette présentation. Tu as brossé pas mal d'aspects du numérique et des solutions, clairement, qui s'offrent à nous à différents niveaux. Tu as passé assez rapidement à la fin sur l'indice de réparabilité, qui est quelque chose qui est assez nouveau, il me semble. Maintenant, c'est obligatoire sur les produits de l'indiquer depuis janvier, je crois. Voilà, depuis janvier. Donc, c'est quand même que finalement, on commence à amener des contraintes sur les producteurs de ces fameux services et produits numériques. Donc, je pense qu'ils vont être de plus en plus contraints, en tout cas, à aller vers ces démarches-là. Et à nous, acteurs, c'est vrai de se responsabiliser en tant que consommateurs. En tout cas, on te dit merci Grégory. Et est-ce qu'on peut trouver en Martinique quelqu'un qui loue des ordinateurs, le leasing comme solution, finalement, par rapport à la consommation et à l'achat? Alors, pas que je sache, je pense que c'est un service qui moi-même m'intéressait. Parce qu'en fait, voilà, on peut avoir un petit désagrément avec son outil et besoin rapidement d'un autre outil. Alors, je n'ai pas trouvé, par contre, je ne me suis pas non plus renseigné auprès des distributeurs eux-mêmes, en fait. Donc, à voir aussi aujourd'hui, donc voilà, les distributeurs, ceux qui nous vendent en fait les ordinateurs, les équipements, en fait, proposent de la location, le leasing.
à vérifier. Ensuite, concernant donc la partie indice de réparabilité, je pense que vraiment c'est la conséquence, la répercussion d'actions citoyennes en fait, donc menées par un ensemble d'associations qui a rendu possible cette répercussion au niveau politique, hein, typiquement on essaie de la politique, et qui a rendu donc, qui a créé donc cette politique environnementale, si je puis dire. Alors, une autre question, Marie, avant tout, Marie-Luce nous précise en commentaire qu'apparemment, oui, il y a des sociétés qui font du leasing. Je t'invite à les mettre en commentaire, en tout cas. Ça sera une source d'apprentissage collective. Une autre question de Patrick, est-ce qu'un serveur local pour héberger son site internet et ses applicatifs, en tout cas toute sa démarche numérique, sera finalement plus écologique? Alors, moi, je dirais pas vraiment. C'est-à-dire que si c'est un site internet, il a bien dit internet, hein, parce qu'il y a intranet aussi. Intranet encore, là, pas de souci, oui, oui, à 100%. Parce que là, ce sont les personnes de l'organisation qui consultent le site. Donc là, on est sous de l'intranet. Internet, non. Non, parce que ce serveur, même s'il est hébergé en local, dans mes locaux, lorsque les personnes en fait vont rechercher le site internet, la demande va quand même partir sur internet. Va quand même partir sur internet, voilà, va utiliser tout le réseau d'internet pour retourner au sein de l'établissement. Donc là, d'héberger son site internet en local, malheureusement, non, pas vraiment. Alors dans ce cas-là, c'est vrai que Julie nous demande, mais si on hébergeait en local, c'est pas forcément quelque chose de plus green friendly, comme pouvait le dire Patrick. Est-ce qu'il y aurait des hébergeurs qui sont plus verts que d'autres? Alors oui, on a aujourd'hui, donc ce sont toujours les mêmes, hein, donc, puisque ce sont les gros, parce que ce sont des choses voilà, qui coûtent très cher. Aujourd'hui, on a par exemple Google. Un des soucis avec les data centers et le réseau, donc là, rappelez-vous au niveau de la pollution, oui, de l'impact des gaz à effet de serre, on a les utilisateurs, le réseau et les data centers. Et en fait, un des gros problèmes, c'est que les utilisateurs, justement, à l'exemple du site internet à héberger en local, les utilisateurs sont trop loin des data centers. Donc, ce qui fait que cela engrange, cela crée beaucoup de pollution. Donc, ce que Google a décidé de faire dans une démarche vertueuse, c'est de rapprocher les data centers des utilisateurs. Et donc, ce qu'ils font aujourd'hui sur la côte est et sur la côte ouest des États-Unis, c'est ils ont créé des data centers qui vont immerger en fait dans l'eau de mer. Et en fait, de cette façon, les utilisateurs seront plus proches de la ressource Internet. Et donc, comme ça, on diminue donc, la pollution du réseau et la pollution du data center. Donc, on a quand même une démarche durable, enfin de développement durable, entamée par Google et YouTube. Et YouTube, c'est ces deux-là, en fait. Voilà, qui s'engagent à utiliser davantage d'économies, de ressources, excusez-moi, les éoliennes, les panneaux solaires, les énergies renouvelables. Voilà, pardon. Merci Grégory pour ces précisions et en tout cas c'est porteur d'espoir que même les gros acteurs finalement se responsabilisent et essayent d'avancer. Je rebondis juste sur le commentaire de Satyam qui partage que le coworking est une solution finalement pour mutualiser dans la logique d'économie circulaire, d'économie de la fonctionnalité, notamment les connexions Internet, l'imprimante et tous ces services numériques. En effet, c'est vrai que c'est une belle solution qui mérite de se développer sur le territoire, en tout cas martiniquais. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus pour les entrepreneurs, mais également pour les télétravailleurs qui finalement travaillent à distance, mais ne veulent pas être chez eux et isolés. Et ça permet de créer de nouvelles relations, de nouveaux liens et de faire réseau humainement grâce à ces lieux qui amènent du pouls
je dirais, sur nos territoires. Je vais conclure là ta présentation, Oui, vous Grégory. En tout m'entendez? cas, Vous m'entendez? oui, on vous entend. Vous m'entendez, Hélène? Voilà, j'aimerais intervenir sur les data centers notamment. J'ai visité Dell, en fait, en métropole, et Dell, ils ont compris un peu au niveau de l'éco-civisme des comportements responsables. Ils réutilisent, puisque le data center, c'est quelque chose qui chauffe énormément, qui dégage énormément de chaleur, et ils utilisent cette chaleur pour chauffer leurs bâtiments. Donc, il y a des gestes comme ça que, voilà, au niveau des data, qu'ils commencent à mettre en place pour pouvoir réutiliser les énergies développées par les data. Parce que ça chauffe énormément, ce sont des gros ordinateurs de grosses centrales, vraiment. Et ils utilisent maintenant, depuis quelque temps, cette énergie pour chauffer les bâtiments où travaillent les salariés de Dell. Voilà. Alors, juste, Donc, il y a de juste une l'usage. oui. Alors, Oui. juste une précision. Alors oui, il y a donc ce comportement, donc ce choix qui a été fait par Dell de réutiliser donc la chaleur générée, mais il faut savoir que la plupart des data centers eux-mêmes, donc dû justement à cette chaleur générée, sont placés au nord de la planète, là où il fait très froid, de manière à utiliser donc l'air extérieur pour refroidir l'habitat, parce que justement les data centers voilà, consomment énormément. Donc, ce sont aussi des façons pour eux de solutionner le problème, parce qu'en fait, c'est un vrai problème pour eux aussi. Et donc, voilà, s'ils peuvent réutiliser cette chaleur ou ne pas la générer, ben, c'est encore mieux pour eux. Et enfin, juste concernant le coworking, le partage de bureaux, là, on est sur toute la partie Green IT 1.5. Donc, je vous encourage à aller voir Green IT 1.5. Donc là, on est sur toute la partie développement numérique, développement durable et organisation. Voilà.